BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être là. Toujours un vrai plaisir, sincèrement, que de vous retrouver, comme chaque week-end. Merci d'être fidèle à De quoi je me mêle, merci de nous regarder, de nous écouter, d'être toujours aussi nombreux à télécharger le podcast avec, je vous le rappelle, cette petite particularité du podcast audio qui vous offre un petit module bonus. En plus, c'est gratuit, c'est pour nous, ça fait plaisir, on vous met ça dans le sachet. Alors, au menu de ce De quoi je me mêle, tout à l'heure, deuxième partie, on va revenir sur la 5G avec Lionel Paris. Vous savez, Lionel est un spécialiste des réseaux et il va nous expliquer que la 5G va visiblement techniquement pouvoir enfin décoller, puisque ça y est, la 5G SA est en train d'être déployée. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Parce que c'est vrai que la 5G qu'on connaît depuis quelques temps n'a pas complètement bouleversé notre quotidien. Est-ce que cette upgrade de la 5G va changer quelque chose? On verra ça tout à l'heure. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien sûr, pour réagir à tout ce qu'on raconte dans cette émission. Encore une fois, un grand merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et donc, pour débuter, c'est le Club de la Presse IT avec, aujourd'hui, mesdames, messieurs, une espèce de retour vers le futur dans De quoi je me mêle. Alors là, c'est la team Revival et je suis sûr que vous allez adorer. Moi, franchement, je suis aux anges. D'un côté, mesdames, messieurs, Éric Le Bourlou. Salut Éric. Hello, hello, salut. Comment vas-tu Éric? Ça va. Tout roule? Ouais, ça va bien. Toujours les numériques? Oui, puis pas parmi d'autres trucs. Mais quoi d'autre? Vas-y, balance. Oh, on te voit dans quoi? On te lit dans quoi? Par exemple, 60 millions de consommateurs. 60 millions de 60 millions de consommateurs. Wow, c'est sérieux, respect. Hein. Ouais. Très bien. Très beau magazine. Oui, c'est vrai. Très beau magazine. Bon, j'y travaille. Je ne veux pas dire que c'est pas bien, mais non. En freelance, hein, c'est bien. Voilà. 60 millions de consommateurs. Et Nicolas Guyot est là. Salut Nico. Salut François, salut Eric, salut tout le monde. Voilà Nico qui est le rédacteur en chef, rédacteur en chef de Clubic. Merci d'être là, Nico. Alors je disais que ça me faisait plaisir de vous retrouver parce que vous êtes des figures de quoi je me mêle. Vous faites partie de l'histoire de cette émission. Voilà, ça me fait super plaisir et chaud au cœur de vous retrouver tous les deux pour commenter l'actu. C'est trop cool, vraiment. On rajeunit quelques années là. Voilà, c'est ça. On remonte dans le temps, mais on va parler de l'actu du jour quand même. Ah oui, on fait du produit. On va pas revenir sur la 3G+, sur Windows 7. Ouais, c'est un peu périmé ça. Et sur les Google Glass. Hein. Parce qu'on on en avait parlé de ces trucs-là quand même à l'époque, je m'en souviens. Non, là l'actu est très sympa parce qu'on va commencer par les récentes annonces d'Elon Musk qui a carrément loué le studio Warner, enfin la mini-ville de Warner Studio, qui est un truc de dingue, voilà, qui est du côté de Los Angeles, je crois. Et il a privatisé ce truc-là pour faire une présentation de dingue où il mettait en avant le futur de sa vision de la Tesla, c'est-à-dire le robotaxi. Il y a pas mal de choses à raconter sur Elon Musk, donc on va commencer par ça, parce que évidemment c'est très excitant. Malheureusement, je ne sais pas ce que vous en pensez, on reste quand même un peu sur notre faim, parce que tout ça est très très flou. On aurait presque cru à une espèce de vidéo concept qu'il a présenté sans vraiment avoir des infos précises de ce à quoi tout ça va ressembler. Qui commence? C'était très hollywoodien en fait, c'est ça qui était génial en fait, c'est qu'il s'est retrouvé donc dans les studios de Hollywood de la Warner à présenter donc son robot taxi qui s'appelle le Cybercab. Et puis il est arrivé comme une star quoi. Comme une star. Et puis bon voilà quoi, c'est du Elon Musk. Il y avait des gens qui applaudissaient, qui criaient autour de lui. Il a été égal à lui-même, hein, c'est-à-dire le gars oui, d'une humilité incroyable. Mais moi j'aime bien, c'est un super client en fait. Ouais, non mais sincèrement, vrai, au moins on s'endort pas devant ses praises. Alors effectivement. Non mais c'est vrai que t'aimes ou que t'aimes pas, il laisse pas indifférent. Il laisse pas indifférent. Puis le gars a une vision. Le nombre de gars, de patrons de boîtes, des GAFAM qu'on voit, on se dit les gars sont inodores et sans saveur et sans vision. Là, lui, il a sa vision. Alors effectivement, il nous a promis plein de trucs. Donc c'est là où on ricane un petit peu parce que bon, effectivement, le Cybercab, c'est prévu pour 2026. Donc un taxi sans pédale, sans volant, pour 2 personnes qui fonctionnent uniquement avec leur système de voiture autonome. FSD. C'est-à-dire en fait avec des caméras LIDAR, il n'y a pas de lidar, c'est-à-dire il n'y a pas de télédétection laser comme sur les autres voitures autonomes. Donc
autant vous dire que c'est de la grosse science-fiction, hein, parce que déjà les taxis, les voitures autonomes qui tournent en Californie, elles sont gavées de capteurs, etc. Ouais. Elles ont plein de galères. Alors là, Et il y a une supervision en plus. Voilà, et il y a une C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un supervision. derrière qui éventuellement peut corriger le tir s'il y a un problème. Ouais. Voilà. Et C'est là, pas il y la en a même pas. histoire. Là, c'est pas pareil dans Là, le c'est cas pas de pareil. Tesla. Ouais. Donc voilà, donc là, on est vraiment sur du véhicule qui est autonome façon Elon Musk, prévu pour 2026, c'est ça? Ouais. Voilà. Ouais, commercialisation. enfin, il sait pas trop. En Ouais, vrai. Ça n'a c'est- pas été très clair Voilà, dans sa il a pas été présentation. très clair. Il a même Ouais. dit, je Ouais. sais que je tiens souvent pas les délais. Enfin, il l'a avoué Ouais. lui-même, parce qu'il faut pas oublier quand même que ce robot taxi, il le prévoit depuis 2009, c'est-à-dire dès 2009. Dès 2009, il en parle. Ah oui. Et il a dit, Ouais. voilà, bientôt on aura des robots taxis. En 2019, il dit effectivement, on les aura l'année prochaine. Et là, on est en 2024 et il dit, ce sera en 2026. Oui, enfin, Elon Musk est habitué à ça, c'est-à-dire de fournir des dates qui sont un peu optimistes, on va dire. Donc, quand on va voir ce cybercab, même en 2027, je ne sais pas, parce que au-delà de l'ingénierie qu'il faut mettre dedans, peut-être qu'il commence vraiment à maîtriser pour le coup. Il y a tout un volet régulation, Oui. comment ça marche sur un territoire, ces trucs-là, quand il n'y a pas de supervision externe. Ouais. Qui est responsable Qui est responsable. Tout ça, c'est des gros problèmes juridiques aussi. Et pour, on va dire, faire de ce produit un succès, c'est-à-dire qu'ils se vendent au-delà de quelques villes aux États-Unis, en faire un produit de masse, parce que c'est quand même ça aussi qu'il y avait derrière cette conf. C'était montrer aux investisseurs qui ont mis Tesla à des niveaux stratosphériques en bourse, qu'est-ce que ça va être le futur de Tesla. Et visiblement, ça n'a pas super convaincu, parce que si le futur de Tesla, c'est une voiture, on ne sait pas trop quand elle va sortir, associée d'ailleurs à un van, enfin, pardon, pas un van, mais un bus. Oui. Un bus électrique lui aussi qui est autonome lui qui est aussi. autonome lui aussi. Et qu'on n'a pas un nouveau modèle, alors que la gamme Tesla, mine de rien, est en train un peu de vieillir face à une concurrence qui est désormais féroce. Ça n'a pas super bien marché en fait. Finalement, son grand show qui était effectivement spectaculaire, il sait faire, il met beaucoup d'argent à chaque fois qu'il fait un spectacle de ce genre, mais le cybercab, voilà, est-ce que c'est ça le futur de Tesla? C'est quand même une voiture qui va vendre aux alentours de $30,000, c'est-à-dire un prix entre guillemets raisonnable, mais à l'acte de place. Est-ce que les gens vont vouloir acheter, parce que ce sera disponible pour le grand public a priori, vouloir acheter une voiture sur laquelle ils n'ont finalement plus vraiment de contrôle? Il y a tout ça aussi, ce côté psychologique qui peut être intéressant à analyser. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut pas le nier. Il continue dans sa vision du robot taxi. Il estime que ça va être comme ça qu'on va se déplacer dans le futur. Je suis pas, moi, à titre personnel, autant convaincu que ça, même si c'est une vision qui a le mérite d'exister. Je pense qu'il vaut mieux dans les villes, par exemple, arrêter les voitures pour mettre plus de vélos. Je pense qu'il vaut mieux favoriser les transports en commun plutôt que le transport individuel, surtout qu'il n'y a que 2 places dans ces voitures. Enfin bon, voilà. Après, aux Mais c'est une US, vision à l'américaine. C'est Après, vrai. aux US, ce qui est le pays, la patrie de la voiture, la bagnole, hein, le vélo, c'est compliqué, tu vois. Ah oui, non, Enfin, c'est sûr. Mais il y a en fait, plein de gens, c'est- là, pour le coup, le reste du monde, hein, qui font des on peut dire, distances François, incroyables. en Europe, Bien sûr, voilà. bien sûr. Ah bah, c'est vrai que nous, tout est plus petit, en fait, les Ça distances. dépend. En Asie, il y a aussi beaucoup de 2 roues, par exemple. En Oui, Asie, oui, dans oui. plein de Ouais, villes, il y a il y a beaucoup de aussi de 2 la roues. bagnole. Il y a aussi de la Mais bagnole. après, évidemment, on connaît un petit peu la façon d'Elon Musk. Moi, je suis pas là pour le défendre, mais il a le mérite de donner un sacré coup de pied dans la fourmilière quand même. C'est-à-dire que le gars, ce qu'il a fait avec l'espace, et on en parlera peut-être tout à l'heure C'est quand même magistral. c'est quand même un truc incroyable. Il va peut-être mettre encore 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais il y arrivera un jour. C'est ça qui est Non, mais qui est revenons à la dingue. création de Tesla. Mais il tout faut court. pas oublier qu'il y a déjà cette techno-là existe déjà. Je veux dire, le robot taxi, il est déjà en fonction à San Francisco, par exemple. Il y a Oui, déjà sauf qu'il Waymo coûte qui 400 fonctionne. $000, Eric. Oui, c'est ça le problème. 400 000 $, c'est cher. c'est certes, mais- gavé de et c'est- capteurs de tous les côtés. Et puis voilà, c'est pas- non, mais c'est surtout, c'est pas du tout le même modèle. C'est-à-dire que lui, il veut en fait vendre au grand public une voiture qui n'a pas de volant ni de pédale. La fonction, la manière dont fonctionne Waymo, c'est différent. C'est comme un service de taxi, comme Uber finalement. Les voitures n'appartiennent pas aux clients. C'est juste un service de location Ouais. de courte durée. Ce n'est pas le même du tout le même. Évidemment que ça coûte beaucoup plus cher. Elles sont aussi effectivement blindées de capteurs partout. Elles sont pas très jolies, voilà. Mais ça existe déjà. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est le modèle économique qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il dit, les gars, vous allez acheter une voiture, mais vous allez vous faire de l'argent. Parce que la voiture, comme à 98% du temps, elle est inutilisée, vous allez pouvoir bien, la mettre en autopartage. Ouais. Et donc, en gros, votre voiture, quand vous n'en avez pas besoin, elle vit sa vie.
et elle vous rapporte des sous parce que Nico va peut-être prendre ma voiture parce qu'il est dans les parages, il va la commander avec son appli. D'ailleurs, bonjour Uber. dans quelques années, je ne sais pas comment ces boîtes-là vont continuer. Ou sinon Uber achètera peut-être une flotte de Tesla. Ouais, mais bon, c'est des voitures à 2 places, c'est bizarre. Enfin, ça pose plein de questions, tous ces trucs-là. Après, c'est le début. Alors, il y a aussi tout le côté partage de la puissance de calcul aussi, qui est très sympa. Il en a parlé. Tout ce qui est cloud, en fait. Il réagit exactement. Effectivement, une voiture qui ne sert pas, tu perds de l'argent dessus ou voilà. Donc le fait de pouvoir elle a de la puissance de calcul. Elle a de la puissance de calcul. Donc en plus de pouvoir la prêter à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes inscrites à un service, il y a aussi le côté, il y a de la puissance de calcul et créer un cloud ultra puissant avec toutes ces voitures qui ne sont pas utilisées, avec, je ne me rappelle plus le pourcentage du temps, mais c'est un truc quand même assez énorme. En fait, une bagnole, elle est quasiment tout le temps garée, quoi. Je crois que c'est 50 heures par semaine, pas plus en moyenne. Je ne sais plus exactement, je ne connais pas les stats, mais en tout cas, et puis tout dépend des gens. Au parking, il y a des gens qui servent, enfin voilà, il y a des gens qui laissent leur voiture dans le parking des jours et des jours, quoi. Enfin, il y a de la puissance de calcul à disposition, et donc voilà. Donc là, Elon Musk en a parlé. Ça, c'est pas bête, justement. C'est le grid computing, finalement, associé à la voiture. Voilà, d'amortir tout ça. Et amortir aussi, au-delà de ça, c'est toute la connaissance. C'est là-dessus, en fait, son concept de self-driving, sa approche full self-driving, caméra, tout IA, c'est ça, en fait. C'est l'apprentissage dans la vie, mais de tous les jours. En fait, on en parle souvent sur le plateau, on dit le problème de l'IA générative, c'est qu'on la nourrit de contenu, mais elle ne connaît pas le contexte, elle ne comprend pas le contexte. Là, on va avoir des véhicules qui vont être sur le terrain, qui vont apprendre, et qui vont au fur et à mesure, on va vers tout doucement vers une IA générale. Alors ça aussi, il a parlé d'IA générale. Bon, on va un petit peu se calmer, mais effectivement, l'approche, elle est vraiment... Mais on est au même niveau qu'au début des années 2000, dans les années 2006-2007, quand on était sur les De quoi je me mêle, on parlait de Tesla, on parlait de SpaceX, mais c'était pareil en fait. On ne savait pas si on pouvait fabriquer une bagnole électrique. C'était ça le truc, hein. Est-ce qu'une bagnole électrique ça pouvait tenir, la batterie, est-ce qu'elle pouvait tenir plusieurs années après 20 ans se sont déroulés entre temps. Oui, mais il a eu cette vision. Non, mais c'est clair. En fait, il a eu cette vision. Aujourd'hui, ça te semble normal, mais s'il n'y avait pas eu Musk. Je répète encore, c'est en matière de voitures autonomes, c'est pas Elon Musk qui a initié ça. Non. Là, c'est plutôt des gens qui c'était je sais plus le nom de la course, enfin une grande course dans le désert qui avait lieu aux États-Unis avec notamment des ingénieurs qui ont ensuite débarqué chez Google et chez Uber. Uber était d'ailleurs un des premiers promoteurs de la voiture autonome avant qu'il change de stratégie. Et puis avant qu'il y ait eu un gros problème aussi de vol de brevets. Enfin bon. Et donc, il a cette vision comme d'autres depuis longtemps. D'autres ont avancé plus vite que lui et il y a une concurrence effectivement, ça c'est vachement intéressant ce que disait Nicolas sur l'IA et comment on utilise les données que génère la voiture. Parce que c'est vrai que ça, là-dessus, ce que fait Elon Musk aussi à chaque fois qu'une Tesla se balade quelque part, c'est qu'il enregistre, il emmagasine de la data pour ensuite faire avoir des données de navigation, informations supplémentaires des informations supplémentaires sur les trajets, etc. Et effectivement, là peut-être qu'il a un vrai avantage avec toutes les Tesla qui sont actuellement sur la route, quoi. Bon, le robotaxi, on verra bien si un jour ça sort, mais en tous les cas, c'est assez impressionnant. Ce qui était intéressant aussi lors de cette conférence, c'est qu'il a présenté Optimus, son petit robot là. La deuxième version de son robot, voilà, qui servait des cocktails et tout ça, et tout le monde disait waouh, pétard, il a bien progressé quand même, bravo Elon Musk. Sauf que on s'est rendu compte que ces robots étaient télécommandés un peu. Vous savez, comme quand on était petit, on avait une voiture, on tournait le petit volant. En fait, les marionnettes. Le robot, c'était un automate, quoi, finalement, télécommandé à distance avec des gars qui, derrière la cloison, pilotaient le truc. Bon, il avouait quand même. Alors lui, je sais pas, peut-être qu'il a avoué. Enfin, effectivement, ça a été. En tout cas, ils ont dit que c'est. Il y a une grosse fuite. C'est-à-dire que ça a été dit plus ou moins par des gens qui étaient sur place, qui sont pour la plupart d'ailleurs des influenceurs proches d'Elon Musk. Il y avait très peu de journalistes, par exemple, à cette conférence. Il y avait essentiellement des influenceurs et des gens de son réseau. Des Musk enthousiastes. Exactement. On va dire. Et donc ça a été dit effectivement, notamment sur les réseaux sociaux, que ces robots étaient remote control, télécommandés. Mais en fait, c'était évident. Je veux dire, à moins que Musk ait fait un bond
phénoménal en matière d'IA en quelques mois. Il était juste impossible qu'un robot parle de cette manière, interagisse comme ça avec des gens. C'était pas jouable. Donc forcément, ils étaient radiocommandés. C'était en fait c'était pas dit, mais en vrai, les gens le savaient. Ça n'empêche pas que ça peut être c'est quand même une belle avancée d'un point de vue mécanique. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Optimus, c'est vrai qu'on l'a vu la première fois, c'était il y a 3-4 ans. Ouais. On a un peu rigolé. C'était, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un mec déguisé avec un espèce de bas sur la tête et il est arrivé en dansant sur la scène aux côtés d'Elon Musk. Aujourd'hui, ils ont quand même fait d'énormes progrès et d'un point de vue mécanique, robotique, ce sont des robots qui ont l'air de plutôt bien tenir la route. Maintenant, sur en matière d'intelligence, je pense que à peu près tout reste à faire. Ouais, bien sûr. Voilà. Non, mais c'était quand même le truc qui a été bluffant. Moi, je trouvais sur cette présentation de produit, cette présentation du robot taxi, c'est en fait, moi, ça, en tout cas, ça m'a bluffé. Quand j'ai vu le truc, j'ai vu dire, les robots, les gars, vous me grattez un truc, parce que en fait, j'y croyais pas non plus. Mais en fait, la promesse est telle, et le voir visuellement, ces robots intégré dans la foule, effectivement, c'est ça. Même si c'est téléopéré, l'exploit, c'est quand même de faire fonctionner un robot téléopéré à distance aux côtés de gens, dans une foule, en fait, où il y a un accident peut très vite arriver. Il y avait deux ou trois gars derrière. Ouais, il y avait toujours des gars. Un peu comme à Disney avec les personnages. Mais non, mais c'est quand même assez vraiment bluffant, moi je trouve. Après, ça donne une idée de. En fait, c'est la force de Musk. Il nous met une image dans la tête de ce qu'il va faire dans 5-10 ans. Effectivement, ça prendra peut-être plus 10 ans que 5 ans. Disons que le problème du robot, ça va toujours être qu'est-ce qu'il comprend de son environnement. Parce que là, effectivement, servir une bière, c'est top. Mais en fait, là, je pense qu'on n'aurait pas réussi sans un téléopérateur derrière à servir la bière ou à jouer au Shifumi. Bon. Non, mais voilà. Et là, on est quand même sur un robot. On estime le prix aux alentours de $30,000, ce qu'expliquait Musk. Faut quand même se rappeler que les précédents robots qui faisait à peu près la même chose téléopéré aussi, c'était Honda, c'était 2,5 millions. Oui. Non, mais on arrive quand même sur des prix, ça commence à devenir accessible. C'est-à-dire qu'en fait, demain, je vous dis, le robot qui sert des bières, il a 30 000. Il y a des gens qui vont peut-être se poser des questions pour la fête de la bière, ça peut être très bien. Il pense à la bière de la du robot. C'est pas beau, franchement. Et ça se voit. Il avait un beau Stetson en plus, le robot. Le truc, c'est que après, ce qu'il faut se demander aussi, je pense que là, on n'est pas expert en robotique forcément, mais en fait, un robot pour servir une bière, est-ce que c'est vraiment la forme humanoïde qui est la meilleure ? Il y a plein d'autres formes de robots qui sont peut-être plus efficaces. Plein d'autres. Je disais, c'est vrai que mais si tu peux plus parler au barman, écoute. Mais tu peux toujours lui parler, tu sais, mais effectivement, après, il faut se demander aussi, est-ce que la forme humanoïde, qui est effectivement celle qui nous bluffe le plus quand on voit un robot humanoïde se déplacer, on les a vus arriver comme une armée tous ensemble, c'était assez impressionnant. Mais par contre, est-ce que c'est les plus efficaces d'un point de vue mécanique pour, alors on parle de servir une bière, mais je sais pas, pour plein d'autres tâches domestiques, c'est pas évident en fait. Mais donc ça aussi c'est... Si on veut se rapprocher du mimétisme humain, oui, parce que ça permettra de faire à peu près tout ce qu'on fait, tu vois. Passer l'aspirateur, sais pas moi, remplir ou vider le lave-vaisselle, ça il pourra le faire, il pourra faire plein de choses différentes. Mais aujourd'hui, tu as déjà des robots qui passent aspirateur. Ils ne sont pas du tout les formes humaines. Et ils sont sans doute plus efficaces que si un robot d'Elon Musk, imagine le calvaire de programmer des algorithmes qui vont faire un Optimus passer l'aspirateur tel qu'on... En fait, aujourd'hui, on a des robots aspirateurs qui fonctionnent. Et c'est d'ailleurs un des rares succès de la robotique. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, faut aussi. Est-ce que la forme est privilégiée sur la fonction ? Et ça, c'est intéressant. C'est un grand débat. C'est le problème du robot monotâche versus le robot polyvalent, quoi. Troisième exploit d'Elon Musk. Justement, parce que là, on rigole sur Optimus, mais quand on a vu ce que Elon Musk a réussi à faire avec sa fusée ce week-end, alors là, sincèrement, on est d'accord. On en parlait il y a 10 ans. C'est impossible. Ouais, franchement, c'est incroyable. Rappelons ce qui s'est passé. Donc, il lance sa fusée Starship et grâce à des bras mécaniques, il récupère en fait un étage entier. Le lanceur en fait de la fusée Starship étage, qui monte dans les airs, je ne sais plus à quelle distance, et qui redescend. Et qui en se rapprochant de la Terre ralentit. Et là, elle arrive en fait au niveau d'un bras. Si vous êtes avec nous à la télé, vous voyez les images. Et en fait, elle revient donc sur le sol. Et là, il y a un bras mécanique qui arrive à la choper comme ça.
pour la récupérer. Enfin, je veux dire, quand on se rend compte l'exploit déjà technologique de faire partir un truc comme ça, de le faire revenir, et qu'un bras puisse le capter quand il retombe, Alors, double exploit, parce que déjà, c'est la fusée la plus puissante au monde, la plus grande, 120 mètres de haut quand elle décolle. Oui, c'est pas un pétard. Voilà. Quoi. Et donc, le premier étage qui est constitué de 33, je crois qu'il y a 33 moteurs, voilà. Donc, en fait, le premier étage qui envoie le fameux Starship hyper futuriste, hyper martien, etc., dans l'espace, il redescend. Mais ça, on l'avait déjà vu avec les anciens. Sauf que là, on a quand même un étage de 70 mètres. Oui, qui est rattrapé. Qui a encore un peu d'essence ou un peu de carburant dans ses réservoirs, et qui redescend et qui retourne sur son pas de tir. Là, on n'est pas sur une barge au milieu de l'océan où ça risque rien si la fusée se croûte. Là, on est quand même sur un gros pétard énorme qui avait truffé d'essence et il retourne sur son pas de tir. Et là, effectivement, il y a ce système de bras là, c'est la science-fiction. Excuse-moi, c'est pareil que pour Optimus ou pour le robot taxi, quoi. C'est des trucs. On te disait ça il y a 15 ans. Tu disais non, mais les mecs, il faut arrêter là. On n'y arrivera pas. Arrêtez. De toute façon, l'avenir, c'est la navette spatiale. Moi, je vous le dis. Et en fait, non, mais ce qu'il y a de fou, c'est que pourquoi il fait ça, c'est pour qu'après, ces lanceurs puissent être réutilisables. Donc, imaginez un petit peu, ça va faire baisser énormément le coût d'envoi en fait, des satellites. C'est déjà un truc. C'est déjà le cas. Il a pris le pas sur tous les autres fabricants de fusées, et notamment Ariane, par exemple, qui prend sérieusement du retard par rapport à ce que là, excusez-moi, mais toute l'expertise d'Ariane Espace en prend un coup. Il faut voir. C'est dur. C'est très dur. C'est notamment très bien dit dans sa bio de Walter Isaacson. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est vachement bien sur Elon Musk. Ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a tout changé en matière de conception de fusée, Elon Musk. Il a fait une révolution là-dedans. Avant, les fusées, c'était quelque chose qui était fait par les États avec des agences officielles. Et lui, il est arrivé avec les méthodes d'un mec qui vient du monde de technologie, de la start-up. Donc il a fait ça avec comme il a fait avec la voiture en fait. Je vais couper tous les prix. Un peu, ouais. Je vais couper tous les prix parce qu'ils avaient des prestataires qui demandaient des listes comme ça on va dire de trucs, de checks à valider, de sûreté, etc. Il a fait, on s'en fout. Moi, je veux beaucoup moins cher, beaucoup plus efficace. Ce qui lui a permis de faire des itérations, c'est-à-dire il a pu faire des lancements. Il continue à en faire. Il y en a beaucoup qui ont raté. Et voilà, essayer, échouer, recommencer, essayer, échouer. Et au bout d'un moment, on arrive à ce genre de réussite. Alors ça coûte beaucoup d'argent à chaque fois qu'il fait un essai. Pour pas grand chose, parce que là ça n'a pas servi à grand chose, mis à part à faire beaucoup de likes sur les réseaux sociaux et de nous impressionner tous. Si, ça va servir à un truc, parce qu'en fait, il récupère 70 mètres de premier étage de fusée. Oui. Ça, c'était impossible jusqu'ici. Oui. En fait, donc là, il récupère, effectivement, il fait des tests pour. Il a gagné de l'argent. En fait, le truc qui atterrit, il gagne de l'argent direct. Il sait que. Faut qu'il puisse. C'est un ça marche à chaque fois. Voilà, c'est un proto. Ils vont l'améliorer, ils vont voir les pièces qui ont bougé. Mais ça lui réclame beaucoup d'argent, mais il a réussi à faire baisser à chaque fois ses coûts. Et ça, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Et là, on parle du lanceur qui va envoyer l'homme sur Mars, entre guillemets, quoi. C'est la grande marotte d'Elon Musk. Mais en fait, là, on parle d'un lanceur capable d'envoyer de la charge utile dans l'espace pour aller sur Mars. Et après, se configurer sur Mars et pouvoir faire la même chose, reproduire la même chose. Donc en fait, le but, c'est tout automatiser. Et on est encore une fois un jour, il y aura aussi de l'IA, il va y avoir l'automatisation, des robots. Écosystème. On pourrait faire ce de quoi je me mêle entièrement sur Elon Musk, mais j'aimerais quand même, puisque le temps passe très vite, qu'on parle d'autre chose. Il y a eu pas mal d'annonces cette semaine, à la fois de Sonos, on va en parler dans un instant, mais d'Apple aussi. Apple qui a annoncé donc un iPad mini, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, un peu discrètement. Un peu discrètement. Communiqué de presse. Oui, là, il n'y a pas eu la patrouille de France qui est passée. Enfin, je veux dire, ça a été très. On n'a pas mis Team sous l'arche. Voilà. Wonderful, revolutionary, enfin tout le truc habituel. Non, il y a eu un communiqué de presse laconique qui annonce donc un nouvel iPad mini. On en parle rapidement parce que ça prouve que l'iPad mini n'est pas mort. Moi, je me posais toujours la question. C'est vrai que c'est un produit un peu, pas de niche, mais qui n'a pas le succès des autres tablettes, mais qui continue à exister chez Apple. Donc, et quoi de neuf ? Il n'y a pas grand-chose de neuf. La principale nouveauté, c'est quand même le processeur, qui est la 17 Pro, qui est celui des
des iPhone 16. Du coup, voilà. C'est Du en 15 fait- Pro, je crois. Non, c'est du 15 Pro. C'est le ouais. 15 Pro, pardon. C'est 15 Ouais, Pro, ouais. ouais. Pardon, autant pour moi. Mais en fait, ils le vendent comme le premier iPad conçu pour l'IA, etc. Prêt pour l'IA. Compatible, prêt pour l'IA, compatible avec Apple Intelligence, parce que dans cette puce, effectivement, il y a un NPU qui est suffisamment puissant pour pouvoir Ouais. gérer Et Apple sans doute plus Intelligence. de mémoire etc. vive aussi, puisque forcément il est ça prend annoncé plus comme de place. 30% plus performant que l'ancien. C'est exactement le même format, ça bouge pas. Ouais. Voilà, Même c'est- dalle. Même poids, même finesse, enfin, voilà. 8,3 pouces, c'est 21 cm à peu près. Ouais. C'est toujours mieux de parler en centimètres. Plus de carte SIM. Plus de carte SIM, mais eSIM. Il y a un modèle eSIM qui c'est-à-dire qu'il n'y a existe. même plus de logement. C'est Pas- intéressant de voir Pas de qu'Apple, dalle OLED, je suis assez surpris. Non, moi. ouais, Ça, ouais. je trouve ça c'est un peu mesquin, mais bon, écoute. parce que c'est réservé aux pros. Ouais, bah, Et enfin, je bon, pense faut- que cet iPad mini n'est pas considéré comme un iPad mini pro. Donc, Vous, vous achetez voilà. un téléphone chinois à 200 balles, vous avez un. Voilà, bon, on va pas se mentir. Hein. Voilà, je veux bien faire du marketing, mais qu'on market tout, mais à un moment, Ouais, quand même, je suis bien d'accord. Apple. Ouais. Mais puis c'est pareil, tu as toujours 128 Go de stockage sur la modèle de base. Ah, et avant, c'était 64, là, ça passe à 128. Wow. Ça bouge pas. C'est- Ça bouge pas en termes de prix, ça c'est pas mal là aussi. Ouais, 610 €, je crois. Ouais, 610 au lieu avant c'était 595, mais t'avais 64. Effectivement, 64, c'est un peu les Ah, trois. pardon, je savais pas qu'il y avait 64 Go sur Ouais. la première Ouais, version ouais. mini. Ils t'ont- Ah, chapeau. généreusement, ils t'ont doublé la capacité Ah ouais, mémoire. super. quoi. Mais 128 Go, c'est toujours pas assez en fait. On est en 2024 et c'est justement ça vaut 600 €. Non mais voilà. C'est tout. Tout est dit, quoi. Tout est dit, ouais. Bon, voilà, tu peux utiliser ici, il y a le stylet, c'est compatible avec le nouveau. Avec le nouveau stylet, ouais, ouais. le nouveau stylet. Ouh, Voilà. la fête. Bon, Et enfin, ça bon. s'arrête là, voilà. iPadOS. Bon, écoute, C'est en pour tout cas, ça qu'ils ont fait qu'un communiqué de Ce presse. ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si vous comptiez vous offrir un iPad mini, bah, prenez le nouveau, quoi. Ne vous faites pas Ouais. avoir Ouais. et regardez bien que vous achetez le nouveau. Ou sinon, tomber sur une promo, ce qu'ils vont peut-être déstocker. Ah, Voilà. peut-être qu'ils vont déstocker Voilà, aussi, ça en vaut effet. peut-être le Ouais, coup, pour carrément. Noël. Toujours du côté d'Apple, c'est ces rumeurs de produits, de nouveaux produits qui pourraient sortir l'année prochaine, si j'ai bien compris. Oui. Enfin, je ne sais pas si on a des dates. Il y a Précise, les mais dates c'est toujours- précises, non, mais ça va être d'après Mark Gurman. Alors, c'est Mark Gurman, hein, pour le rappel, c'est le journaliste qui sort toutes les infos sur Apple sans qu'Apple ne l'ait demandé Bloomberg. ou alors Ouais. lui dit, mais on ne sait pas trop. Bref. Si un jour lui disparaît, on saura qui l'a tué, quoi. Moi, je pense. c'est Bah, possible. si un jour Oui. ce gars-là glisse sur une peau de banane, Une peau de Ouais. pomme. je pense que Apple n'est pas loin, quoi. Ouais. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est que effectivement, Apple, donc après, notamment, on parlait de voiture tout à l'heure, Apple a arrêté la voiture. Il avait un grand projet de voiture autonome, là, c'est terminé. Hop. Donc là, son nouveau focus, et apparemment, c'est ce qu'il dit il voit ce focus arriver pour les 2 ans à venir. Là, ça va être un énorme focus d'Apple. Ça va être la maison, parce que Apple n'est pas du tout présent sur la maison connectée, enfin très peu. En tout cas, Oui, il y a avec le HomePod. HomeKit, mais c'est vrai que bon, Il y a c'est pas- HomeKit et il y a le HomePod, mais c'est pas des produits qui Non. se vendent comme des petits pains. Donc ils ont envie quand même de vendre un peu plus de produits pour la maison. D'autant qu'un jour ou l'autre arrivera Apple Intelligence, Voilà. qui donnera un coup de boost à Exactement. Siri, qui deviendra un peu moins con. C'est ça. Et Pardon, donc- mais c'est un peu ça. et donc, on peut imaginer que ça ouvre des perspectives hardware pour Apple d'un objet qui pourrait ressembler un peu aux Echo Show ou Ouais. au Google Nest. Quoi, Exactement, finalement. mais avec la Apple Touch. Alors, Ouais. il parle effectivement alors je crois que ça avait déjà été évoqué, mais d'un appareil, donc un écran intelligent avec un bras robotisé qui serait capable de comprendre son environnement, c'est-à-dire voir quelle est la personne avec qui qui regarde la caméra, connaître la température, le taux d'humidité, pour éventuellement modifier certains paramètres de chauffage ou de luminosité ou de choses comme ça. En fait, un espèce d'écran intelligent. Alors, pour le coup, ce serait plus intelligent que ce que propose aujourd'hui Amazon ou Google, puisque à part être des supports physiques pour leur Alexa ou pour Google Assistant, il n'y a pas grand-chose d'intelligent là-dedans, en vrai. Donc voilà, c'est censé être un écran intelligent. Le premier produit, d'après Mark Gurman, que Apple vendrait comme étant un produit fait pour Apple Intelligence. Qui serait un peu la vitrine, d'Apple, finalement, voilà, d'Apple exactement. Intelligence à la maison. Exactement. Et surtout, en fait, on se rappelle qu'Apple a contribué au protocole Matter, hein, le protocole de gestion des objets connectés, qui est maintenant un standard d'industrie. Et en fait, donc ça permettrait, cet écran, de connecter tous ces matériels Matter, compatibles Matter,
dans sa maison. Ça pourrait être drôle de piloter par Siri un Alexa. De sa maison. Ouais, alors moi je suis Nico je suis pas du tout, je fais pas des petits bons de joie là. Tu vois là, par rapport à Musk, moi ça me vend pas du rêve. Non, mais en fait ils veulent aller taper le marché d'Amazon. Parce que c'est Amazon aujourd'hui qui est leader sur tous ces produits, tous ces appareils. Mais Amazon qui n'a jamais fait d'argent avec ça d'ailleurs. Non, mais c'est ça le truc. On a Qui en a perdu beaucoup, je perdu pense. Je pense qu'ils ont développé leur Alexa et voilà, donc ils ont et puis ça leur fait du business. Ils ont une activité, ils ont un écosystème, mais je suis pas persuadé. Pour moi, j'ai l'impression qu'ils arrivent après la guerre en fait. Alors effectivement, ils vont peut-être avoir tous les fanboys qui vont s'équiper parce que c'est Apple. Ouais, il me manquait ça dans ma collecte que je vais prendre. Effectivement, c'est très intelligent par contre pour l'intelligence artificielle parce que je pense que pour aider justement l'IA à avoir le contexte, d'avoir une continuité de service entre la télé, la maison, le téléphone, l'iPad, l'ordinateur, ça va créer des trucs très intelligents, à mon avis, très sympa. Après, sincèrement, c'est pas le Apple qui me fait rêver là. Là, tu me vends un Echo Show version Apple. Bah ouais. Alors, soit j'ai pas l'imagination, mais voilà. Mais je suis d'accord avec toi en vrai. C'est pas le truc qui fait rêver à mort. Mais en vrai, Apple a besoin aujourd'hui de trouver des relais de croissance. C'est vrai, mais c'est alors, le Vision Pro. Bon, ça n'a pas trop marché. Vous avez vu cette histoire là? Il paraît qu'il n'y a plus d'appli qui sortent sur le store du Vision Pro. Oui, il y a personne qui. Et c'est un problème. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'appli, ça veut dire que les développeurs ne bossent pas dessus. Si les développeurs ne bossent pas dessus, ça veut dire qu'ils n'y croient pas. Et on sait que quand même, qui sont vendus, en fait. c'est eux qui fabriquent l'écosystème et le succès d'un produit. Ah mais les éditeurs, ils ont les chiffres en fait du nombre d'appareils. Ouais. À un moment, tu fais un choix. C'est pas la priorité. Et surtout que c'est compliqué à développer. Je veux dire, une application en réalité augmentée, c'est plus compliqué à développer qu'une application. Il vaut mieux commencer à travailler à implémenter un peu l'intelligence que voilà. Non mais c'est vrai. Non mais c'est dit Eric. C'est en fait, t'as le Vision Pro, t'as la bagnole. Non mais en fait il y a beaucoup de quand même. T'as l'IA comme l'IA, c'est quand même la première fois qu'Apple lance un produit en fait où le software n'est pas au niveau du hardware, est pas prêt. Donc voilà, donc en fait ça fait quand même. J'ai l'impression que. Il y a beaucoup de trucs. Mais le monde va pas attendre Apple en fait. Le problème est là. Tu regardes même sur le casque de réalité virtuelle augmentée, ils se font passer par Meta. Sincèrement, Meta, leur collaboration avec Ray-Ban, on dira ce qu'on veut. Ça marche, moi je trouve ça plutôt cool, etc. et tout. Et quand on entend que les projets d'Apple, c'est pas avant 2026. En fait, on se dit, les gars, 2 ans pour faire une paire de lunettes, excusez-moi quoi. Non mais voilà, faites comme Meta. Après, c'est vrai que est-ce que Meta va réussir à commercialiser vraiment ce truc-là? C'est un. Il y a la paire de lunettes. C'est intéressant. Là-dessus, ils se sont fait doubler. De toute façon, même là, pour le coup, je pense qu'il va se vendre beaucoup plus de la nouvelle version du Meta Quest que de Vision Pro. Donc là, il faut qu'ils réagissent. Mais moi, je parle aussi des Ray-Ban, de Meta, qui ont été au début, elles sont sorties, on rigolait en disant il n'y a pas beaucoup de fonctions. Mais là, ça se met à jour progressivement. Il y a plein de nouvelles fonctions. Ça se met en jour, mais pas en Europe, quoi. C'est ça le problème. Le problème, c'est quoi là? C'est en Europe. Et ça, c'est un autre problème. Espérons que bientôt on puisse bénéficier de toute cette IA qui arrive sur les Ray-Ban Meta. Voilà. Bref, un Elon Musk qui nous présente l'avenir d'Apple. Moi, je signe tout de suite. Non, mais c'est vrai. Moi, voilà. Au moins, tu te dis, les gars, ils sont dépassés à droite et à gauche, mais au moins, il va nous faire rêver. Tu vois, nous mettre le robot dans la maison, les machins, etc. Bon, voilà. Après, si tu regardes depuis que Tim Cook est au pouvoir, c'est plus pareil. Non. Mine de rien. Voilà. C'est plus pareil, c'est sûr. Allez, on enchaîne avec Sonos. Sonos qui est dans une posture un peu compliquée. C'est dingue comme une boîte peut se faire harakiri en quelques semaines. C'est fou quand même. Sonos qui, dont tous les indicateurs étaient au vert, avait une communauté dont je fais partie de fans absolus. Moi, j'adore les produits Sonos et c'est vrai que c'est top, quoi. Enfin, l'univers, le multi-room, le fait de pouvoir assigner des enceintes un peu partout où tu veux. Et puis tu lances une appli pour un casque dont tout le monde se fout, parce que le casque, il est sympa. Moi, je l'ai testé, il est vraiment très bon. Et puis en plus, tu peux écouter la télé simplement en appuyant sur un bouton et tout. Mais j'ai pas l'impression que ça bouleverse les foules, ce casque audio, malheureusement. Mais pour sortir ce casque, ils mettent à jour une appli qui est une catastrophe. Enfin, on va pas vous raconter encore l'histoire. L'harakiri logiciel. Un harakiri logiciel, grand branle-bas de combat chez Sonos. Même le patron est monté au créneau pour s'excuser. Acte de contrition en public et tout. Le gars, quoi. Never seen before. Voilà, c'est ça. Là, il lance de nouveaux produits. Bon, alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
l'Arc Ultra, donc Sonos qui lance cette barre de son hyper plus sophistiquée avec des technos, avec une techno qu'ils ont rachetée en 2022, une techno néerlandaise qui permet d'avoir des basses beaucoup plus puissantes. Ouais. Sans changer le form factor, c'est-à-dire sans changer le châssis, vous avez 2 fois plus de puissance au niveau des basses. Donc cool. déjà c'est une techno qui est top pour la télé, parce qu'en fait le problème des barres de son et même des téléviseurs, c'est plus elles sont fines, moins elles ont de basse. Donc on est obligé, pour ça qu'on est obligé de rajouter des caissons de basse, etc. Donc voilà, donc cette techno est top. Il y a 14 haut-parleurs à l'intérieur du truc, c'est compatible Dolby Atmos, ça fait 9.1.4. C'est plus puissant, plus de puissance. C'est compatible TruePlay avec la techno TruePlay qui est vachement bien chez Sonos, sympa. C'est un truc, c'est au lieu de calibrer vous-même ou mettre un petit micro au milieu tu te balades avec ton smartphone dans la maison. Et voilà, et ça enregistre le son et ça configure votre installation audio pour que ce soit le top du top. Et si c'est en plus avec le macaron Dolby Atmos, c'est quand même pas mal. Eric, t'en penses quoi? Ils font des bons produits Sonos. C'est dommage que le côté logiciel suive pas en ce moment en tout cas. Moi je revenais sur je revenais quand même sur un leur argument qui est assez génial que je vais vous lire parce que c'est assez fabuleux de le lire. C'est leur technologie Sound Motion, donc c'est vraiment leur technologie de spécialisation qu'ils ont mis là-dedans. Et l'une des innovations les plus importantes dans le domaine de l'ingénierie audio depuis près de 100 ans. Alors moi je suis pas expert audio, mais visiblement ça en impose. Ils ont intérêt à assurer, parce que quand on va écouter, il faut qu'on s'en prenne plein la gueule. Donc c'est assez impressionnant, mais en fait le problème de Sonos, en tout cas de ce produit-là, c'est que c'est hyper cher quand même. Ça vaut à peu près 900 ou 1000 euros. C'est 999 la barre de son. 999 € la barre de son. Mais comme la précédente, je crois. Ouais, c'est le même prix. Après, ils ont quand même des produits moins chers. La BIM, si je ne m'abuse, est moins chère. Il y a même la Ray qui est encore moins chère. Là, c'est vraiment le haut de gamme de chez haut de gamme. Je crois pas qu'elles ont sous motion les autres ou pas? Non, voilà. Bien sûr que non. Ils ont sorti aussi un caisson de basse, le Sub 4. Alors là, par contre, 900 balles, 899 € le caisson de basse. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font même un petit, si tu veux vraiment le setup total chez toi, tu peux avoir un pack que tu peux acheter chez Sonos avec le Sonos Arc Ultra, 2 Sonos Sub 4, un Sonos Sub 4 et 2 Sonos Era300 qui est leur derrière. Qui seront à l'arrière en fait. Pour faire vraiment le home cinéma. Un home cinéma complet, mais là tu en as quand même pour en solde 3055 €. Voilà. C'est en solde, pas en solde, mais en promotion. Quoi. En pack, quoi. 3400 € pour la totale d'être équipé Sonos pour le home cinéma. Voilà, ça, c'est voir là, oui. Ah, on a le droit au casque aussi, pardon. le casque. J'avais oublié le casque. Le casque qui est livré parce qu'on en a un peu en stock, on ne sait pas quoi en faire. Et puis, pour utiliser mais Sonos, c'est cher, donc c'est bien, mais c'est cher. Et du coup, il fait effectivement leur problème d'application. Ça devient un vrai souci parce que c'est toujours pas complètement réglé, à mon avis. Non, c'est pas. Donc, il faut vraiment. Alors, ils font des efforts parce que. Ils font des efforts. Franchement, ça marche un peu mieux, mais c'est vrai que. Alors après, moi, j'ai un doute quand même sur les barres de son. C'est les barres de son, on voit qu'aujourd'hui, en fait, ça devient l'apanage des fabricants de téléviseurs, excusez-moi, parce qu'en fait, les barres de son des fabricants communiquent maintenant avec les téléviseurs, donc utilisent les enceintes intégrées dans le téléviseur et les synchronisent avec la barre de son, ce qui permet d'avoir un son encore plus enveloppant, encore plus Dolby Atmos. Et là, le problème de Sonos, c'est que j'ai pas lu qu'il fait cavaler seul. Ils font cavaler seul. Donc en fait, après, c'est du bon matos, hein. Franchement. Ah non, mais c'est du bon matos, mais pour avoir. Oui, l'écosystème est important, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'après il faut faire le calcul. Pour 3000 balles, tu te retrouves avec un système home cinéma complet qui n'a pas de fil. Parce que c'est ça aussi le truc. Oui, c'est vrai. C'est clair. Franchement, voilà, tout est en Wi-Fi. Il suffit d'avoir des prises de courant. C'est Wi-Fi, c'est pas nouveau, les enfants là. Non, mais d'accord. Mais tu sais, il y a plein de fans de home cinéma qui aiment bien avoir des enceintes à l'arrière. Voilà, là, tu configures ça rapidement. C'est simple à configurer. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est l'écosystème. C'est que si vous passez d'une pièce à l'autre, vous pouvez activer votre kit home cinéma. Il peut sortir du son. Vous ressortez, vous avez le casque. Vous allez chercher un truc dans le frigo, vous continuez à entendre le film. Donc voilà, c'est vraiment ça. Là, une fois de plus, on est sur l'écosystème. Plus que effectivement après le tarif. C'est le même tarif que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Apple et Amazon. Voilà. Bon, ce sera le mot de la fin, les amis.
parce que vous aviez plein de trucs à dire, avec beaucoup d'enthousiasme, et c'était top de vous avoir. Franchement, on refait ça, hein. Ah bah avec plaisir. Bah Voilà. Carrément. On Et attend pas 10 ans. Et on fait une bise à Anthony Morel qu'on retrouvera très vite. Merci à tous les deux d'avoir été là Merci. pour commenter l'actu de ce club de la presse IT. Éric Le Bourleau, bien sûr, que vous pouvez lire dans les numériques, mais aussi dans 60 millions de consommateurs. Et le rédacteur en chef de Clubic, Nicolas Guyot. Merci beaucoup François de nous avoir reçus. À très vite, Merci les à gars. tout le monde. Merci, salut. Et vous restez là. Dans un instant, c'est Lionel Paris qui viendra nous parler de la 5G, mise à jour de la 5G importante. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Il va tout nous expliquer. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.